Au printemps de l'an 536 de notre ère, quelque chose d'extraordinaire se produisit à travers le monde connu. De la capitale byzantine de Constantinople aux monastères irlandais, de la cour impériale chinoise aux rivages de la Méditerranée, les gens levaient les yeux vers un soleil qui avait perdu son pouvoir d'éclairer. Le grand historien byzantin Procope, témoin de ce phénomène sans précédent, rapporta que le soleil émettait sa lumière sans éclat, comme la lune, durant toute l'année. Ce n'était pas une éclipse qui passerait en quelques minutes ou quelques heures. C'était le début d'une catastrophe qui allait remodeler des civilisations, faire tomber des empires et tuer des millions de personnes sur 3 continents. L'Empire byzantin, bien que toujours puissant sous l'empereur Justinien, se trouvait au bord d'un précipice qu'il ne pouvait encore voir. Le monde de l'Antiquité tardive, cette phase finale de la civilisation romaine, était sur le point de faire face à une catastrophe climatique si grave que l'érudit médiéval Michael McCormick qualifierait plus tard l'an 536 de notre ère de pire année pour être en vie. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment la science moderne a mis au jour une catastrophe climatique oubliée qui a dévasté les sociétés médiévales et changé le cours de l'histoire humaine. Nous explorerons les éruptions volcaniques qui ont déclenché ce désastre, révélé seulement récemment grâce à des carottes de glace forées dans les glaciers du Groenland et aux cernes d'arbres de forêts anciennes. Vous découvrirez les défaillances en cascade qui ont suivi, l'effondrement des récoltes, une famine généralisée et l'arrivée d'une peste qui allait hanter l'Europe pendant 2 siècles. Nous examinerons pourquoi les systèmes agricoles médiévaux se sont révélés si vulnérables aux perturbations climatiques et comment des populations entières ont migré à travers les continents alors que leurs terres devenaient inhabitables. Plus important encore, nous chercherons à savoir pourquoi ce cauchemar médiéval pourrait frapper à nouveau notre monde moderne, et si notre civilisation complexe et interconnectée pourrait se révéler encore plus fragile que les sociétés qui se sont effondrées il y a 15 siècles. Ce voyage à travers l'une des périodes les plus sombres de l'histoire remettra en question ce que vous pensiez savoir sur la résilience médiévale et révélera des vérités dérangeantes sur notre propre vulnérabilité aux mêmes forces naturelles qui ont autrefois mis des empires à genoux. Imaginez la scène. Mars, en 536 de notre ère. Partout dans le monde méditerranéen, les gens commencèrent à remarquer que quelque chose n'allait vraiment pas dans le ciel. Le soleil se levait chaque matin comme à son habitude, mais sa lumière semblait étrangement tamisée, filtrée par un voile invisible. À Ravenne, le fonctionnaire romain Cassiodore écrivit avec une alarme à peine dissimulée que le soleil avait perdu sa lumière coutumière et paraissait bleuâtre. Il s'émerveillait qu'à midi, moment où les ombres devraient être les plus courtes et les plus nettes, il n'y avait pratiquement aucune ombre. Les ombres projetées à la mi-journée, observait-il, n'était-ce pas plus sombre que celle que la Lune aurait pu produire? Ce n'était pas un phénomène local. À l'autre bout du monde, des chroniqueurs chinois rapportèrent des chutes de neige en août, en plein été, et des récoltes retardées par un froid persistant. En Irlande, des moines commencèrent à consigner ce qu'ils appelèrent sinistrement une faillite du pain, qui allait durer de 536 à 539. Ce dont ces observateurs dispersés sur 3 continents étaient témoins, était le début de ce que nous appelons aujourd'hui le petit âge glaciaire de l'Antiquité tardive, et il allait fondamentalement modifier la trajectoire de la civilisation humaine. Le mystérieux brouillard qui s'abattit au début de l'an 536 ne se leva pas après quelques jours ou quelques semaines. Les récits contemporains décrivent qu'il dura 18 mois, jour et nuit, une pénombre implacable qui transformait le midi en crépuscule. Procope, dont les chroniques nous fournissent certaines de nos descriptions les plus vivantes, écrivit avec la précision d'un témoin oculaire, car le soleil émettait sa lumière sans éclat, comme la lune, durant toute l'année. Il ressemblait extraordinairement au soleil en éclipse, car les rayons qu'il projetait n'étaient pas clairs. Durant cette année, conclut-il avec la certitude brute de quelqu'un qui sentait qu'il était témoin de l'histoire, un présage des plus terribles eut lieu. Les conséquences climatiques se manifestèrent rapidement et brutalement. Les températures estivales à travers l'Europe chutèrent d'1,5 à 2,5 degrés Celsius en dessous de la normale durant l'année 536,
Une baisse apparemment modeste qui se révéla catastrophique pour des sociétés agricoles vivant aux limites de la subsistance. Ce n'était que le premier acte. En 540, une deuxième éruption majeure fit chuter les températures de 2,7 degrés Celsius supplémentaires en dessous de la normale, aggravant une situation déjà désespérée. La décennie de 536 à 545 se révélerait être la plus froide en 2300 ans d'histoire climatique européenne. Les cultures qui nécessitaient des plages de température spécifiques pour mûrir correctement échouèrent tout simplement. Le blé planté au printemps ne mûrit jamais. Les légumes pourrirent dans des champs gorgés d'eau par des régimes météorologiques perturbés. À travers l'Europe, la Mésopotamie et la Chine, les récoltes s'effondrèrent simultanément. Il ne s'agissait pas d'une mauvaise récolte localisée que le commerce aurait pu atténuer. C'était une crise agricole mondiale. Les effets environnementaux en cascade amplifièrent le désastre au-delà du refroidissement initial. À mesure que les températures chutaient, la couverture de glace océanique s'étendit, créant une boucle de rétroaction qui prolongea la période de refroidissement bien au-delà de ce que les éruptions volcaniques seules auraient pu causer. La glace réfléchissait davantage de rayonnement solaire vers l'espace, perpétuant le froid. Pendant ce temps, les réserves de nourriture soigneusement accumulées au cours des récoltes précédentes furent rapidement épuisées. Des villages qui auraient pu survivre à une mauvaise récolte se retrouvèrent face à une deuxième, puis une troisième. En Irlande, la pénurie de pain allait se poursuivre pendant 4 ans. Les peuples médiévaux, dépourvus de tout cadre scientifique pour comprendre ce qui se passait, ne pouvaient interpréter cela que comme une punition divine ou un présage cosmique. Certains y virent un signe de la fin des temps. D'autres blâmèrent des événements célestes ou des miasmes invisibles dans l'air. La vérité, que des éruptions volcaniques massives à l'autre bout du monde avaient injecté des millions de tonnes d'aérosols de sulfate dans la stratosphère, créant un voile entre la Terre et le Soleil, resterait cachée pendant près de 15 siècles. Pourtant, le mystère de la cause de cette catastrophe a hanté les historiens pendant des générations. Les chroniques médiévales enregistrèrent les symptômes, le soleil obscurci, les mauvaises récoltes, la souffrance, mais ne pouvaient en identifier la cause. Comment l'aurait-il pu ? Les éruptions volcaniques qui ont déclenché ce désastre se sont peut-être produites à des milliers de kilomètres de là, en Islande ou sous les tropiques, bien au-delà des connaissances des érudits méditerranéens. Les mécanismes des aérosols stratosphériques et des systèmes climatiques mondiaux ne seraient pas compris avant plus d'un millénaire. Bientôt, nous découvrirons comment les scientifiques du XXe siècle, armés de technologies inimaginables dans le monde médiéval, ont finalement résolu cet ancien mystère et révélé l'ampleur choquante de ce qui s'était produit. Faisons un bond en avant jusqu'à la fin du XXe siècle. Dans les étendues glacées du Groenland, des scientifiques foraient profondément dans d'anciennes calottes glaciaires, extrayant des carottes cylindriques qui contenaient, couche par couche, un enregistrement de l'histoire atmosphérique de la Terre s'étendant sur des millénaires. Ces carottes de glace fonctionnent comme des capsules temporelles d'une précision extraordinaire. Des bulles d'air piégées dans la glace préservent des échantillons de l'atmosphère ancienne, permettant aux chercheurs de mesurer les concentrations de dioxyde de carbone et d'autres gaz des âges passés. Les isotopes d'oxygène enfermés dans les cristaux de glace révèlent la température à laquelle la glace s'est formée, fournissant un thermomètre remontant dans le temps, point le plus crucial pour résoudre le mystère de 536. Les dépôts de sulfate dans la glace indiquent des éruptions volcaniques. Plus il y a de sulfate, plus l'éruption est importante. Lorsque les chercheurs ont analysé des carottes de glace du Groenland et de l'Antarctique, ils ont découvert des dépôts massifs de sulfate datés de 534, plus ou moins 2 ans, coïncidant précisément avec les récits historiques de l'an 536 de notre ère. Les dépôts indiquaient ce que les scientifiques ont décrit comme un voile de poussière acide étendu qui avait recouvert la planète. Pendant des années, la source exacte de ces éruptions est restée spéculative. Certains chercheurs pointèrent du doigt les systèmes volcaniques islandais. D'autres suggérèrent des origines tropicales. La percée a eu lieu en 2018, lorsque des scientifiques analysant des particules de verre microscopiques incrustées dans les carottes de glace ont trouvé une correspondance. La composition chimique des particules correspondait à des roches volcaniques islandaises. C'était la géologie médico-légale à son apogée.
retrouver la source volcanique d'une éruption vieille de 15 siècles grâce à des signatures moléculaires préservées dans la glace de l'Arctique. Cependant, les carottes de glace ne racontaient qu'une partie de l'histoire. Pour comprendre l'impact climatique complet, les scientifiques se sont tournés vers une forme encore plus ancienne d'enregistrement naturel, les cernes des arbres. La dendrochronologie, la science de la datation des cernes d'arbres, fournit le propre calendrier de la nature. Et contrairement aux chroniques humaines, les arbres ne peuvent ni se tromper de mémoire, ni exagérer. Chaque année, les arbres ajoutent un anneau de croissance dont la largeur et la densité enregistrent les conditions de croissance de cette année-là. Des cernes étroits indiquent de mauvaises conditions. Des cernes déformées montrent un stress sévère. Comme l'a déclaré un dendrochronologue avec une certitude scientifique, si un cerne est daté de l'an 536 de notre ère, alors c'est l'an 536 de notre ère. Ce niveau de fiabilité rend l'épreuve des cernes d'arbres extraordinairement précieuse. Des chercheurs étudiant des chênes irlandais ont découvert une croissance anormalement faible en 536, suivie d'un déclin brutal en 542. Des preuves encore plus spectaculaires ont émergé des montagnes de l'Altaï saillant en Russie, où des scientifiques ont analysé 152 spécimens de mélèzes vivants et 508 reliques, des arbres qui avaient vécu l'événement de 536 et en avaient conservé la signature dans leur bois. Les cernes de 536 et 537 n'étaient pas seulement étroits, ils étaient étroits et déformés, indiquant que la sève avait gelé pendant la saison de croissance. Un événement catastrophique pour des arbres qui auraient dû connaître la chaleur de l'été. De l'Irlande à la Russie, de la Scandinavie à l'Asie, les cernes des arbres racontaient la même histoire, un refroidissement soudain et sévère qui a persisté pendant des années. À mesure que les preuves s'accumulaient à partir des carottes de glace et des cernes d'arbres, un consensus a émergé. Il ne s'agissait pas d'une seule éruption volcanique, mais d'une série d'au moins 3 événements majeurs. Le premier, en l'an 536 de notre ère, provenait probablement d'Islande, bien que certaines preuves suggèrent également des contributions possibles de volcans nord-américains. Le second, en l'an 540 de notre ère, avait probablement une origine tropicale. Les chercheurs soupçonnent la région volcanique indonésienne. Une troisième éruption majeure s'est produite en l'an 547 de notre ère. Chacune de ces éruptions a injecté des quantités massives d'aérosols de sulfate dans la stratosphère, la couche supérieure de l'atmosphère terrestre, où de telles particules peuvent rester en suspension pendant des années. Ces aérosols ont agi comme des milliards de minuscules miroirs, réfléchissant le rayonnement solaire vers l'espace avant qu'il ne puisse réchauffer la surface de la Terre. Le résultat fut un hiver volcanique, qui dura non pas des mois, mais des décennies. Au début, il y avait eu une certaine confusion. Les dates des carottes de glace semblaient légèrement décalées par rapport aux preuves des cernes d'arbres, les premières études suggérant que les dépôts de sulfate correspondaient à 529 plutôt qu'à 536. Cette divergence troublait les chercheurs, car elle semblait saper le lien entre les preuves physiques et les récits historiques. La solution est venue en 2015, lorsque des techniques de datation plus affinées ont confirmé que les dépôts de sulfate s'alignaient précisément avec l'an 536 de notre ère. Le mystère qui avait intrigué les historiens pendant 15 siècles était enfin résolu. De multiples éruptions volcaniques massives avaient déclenché une catastrophe climatique mondiale. Maintenant que nous comprenons ce qui s'est passé et comment la science moderne a découvert la vérité, explorons les conséquences dévastatrices qui se sont déroulées dans le monde médiéval. La catastrophe climatique déclenchée en 536 ne s'est pas terminée avec la dissipation des aérosols volcaniques de l'atmosphère. Au lieu de cela, elle a initié une période que les climatologues appellent aujourd'hui le petit âge glaciaire de l'Antiquité tardive, un refroidissement prolongé qui allait durer 124 années étonnantes, de 536 à environ 660 de notre ère. Il ne s'agissait pas simplement d'un hiver rigoureux ou d'une décennie difficile. Plusieurs générations ont vécu toute leur vie dans des conditions plus froides que celles que leurs ancêtres avaient reconnues. Pour saisir l'ampleur de cette transformation,
considérait qu'un enfant né en 536 aurait pu vivre assez longtemps pour voir ses petits-enfants, et le climat ne serait toujours pas complètement revenu aux conditions d'avant les éruptions. La deuxième éruption volcanique de l'an 540 de notre ère a intensifié la crise au moment même où les sociétés luttaient pour s'adapter à la nouvelle normalité, portant un coup dévastateur à des populations qui avaient épuisé leurs réserves alimentaires pour faire face à 4 années de mauvaises récoltes. Pour aggraver ces effets volcaniques, les années 600 ont connu ce que les scientifiques solaires appellent un minimum solaire profond, une période où le Soleil lui-même a montré une activité réduite, contribuant à un refroidissement supplémentaire d'un climat déjà glacial. La glace océanique s'est étendue à mesure que les températures chutaient, et cette couverture de glace a créé son propre mécanisme de rétroaction. Plus de glace signifiait que plus d'énergie solaire était réfléchie vers l'espace, au lieu d'être absorbée par les eaux plus sombres de l'océan, perpétuant et prolongeant le froid. À travers l'Europe, les systèmes agricoles, qui avaient soutenu des civilisations pendant des siècles, ont cédé sous la pression. Le récit des chroniques irlandaises d'une faillite du pain des années 536 à 539 ne marquait que le début. Dans la région méditerranéenne, les greniers agricoles de l'Empire byzantin, les greniers à blé, qui nourrissaient Constantinople et approvisionnaient les armées, ont connu des mauvaises récoltes répétées. Le système complexe de collecte et de distribution de céréales de l'Empire, hérité de Rome, reposait sur des surplus prévisibles d'Égypte et d'Afrique du Nord. Lorsque ces surplus ont disparu, tout le système a tremblé. En Chine, les archives impériales ont documenté un froid persistant et des mauvaises récoltes qui ont perturbé le mandat du ciel lui-même, le fondement philosophique de la légitimité impériale, qui soutenait que les catastrophes naturelles reflétaient le mécontentement cosmique envers la dynastie régnante. Aucune région du monde habitée n'a échappé au changement climatique. Même le lointain Pérou en a ressenti l'impact, bien que sous une forme différente. La civilisation moche, sur la côte pacifique de l'Amérique du Sud, a connu des sécheresses dévastatrices pendant cette période. La même perturbation climatique mondiale qui a apporté froid et pluie en Europe s'est manifestée par une aridité mortelle en Amérique du Sud. La nature interconnectée des systèmes climatiques de la Terre signifiait que les aérosols volcaniques dans la stratosphère pouvaient perturber les régimes de mousson, déplacer les courants jets et modifier les précipitations à travers le globe. Pour les moches, ce chaos climatique a contribué au déclin final de leur civilisation. Leur système d'irrigation élaboré, conçu pour des régimes de pluie prévisibles, ne pouvait compenser la sécheresse prolongée. Le coût humain immédiat fut catastrophique, en particulier pour la grande majorité qui vivait au seuil de la subsistance même dans les bonnes années. 95% de la population européenne étaient des paysans, fermiers, ouvriers, serviteurs, des gens qui ne possédaient guère plus que ce qu'ils pouvaient porter et dont la survie dépendait de la récolte de chaque année. Ces gens n'avaient pas de réserve de nourriture, pas d'économie pour acheter des céréales lorsque les prix montaient en flèche, aucune possibilité de se déplacer vers des régions aux meilleures récoltes. Quand les récoltes échouaient, ils mouraient de faim. C'était aussi simple et aussi brutal que cela. Les sources médiévales, bien que rares en statistiques, sont remplies de récits de désespoir, des gens mangeant de l'écorce, consommant les semences qui auraient dû être conservées pour les plantations, abandonnant les nourrissons qu'ils ne pouvaient te nourrir. Pourtant, même les classes privilégiées ont ressenti la crise. Les nobles et le clergé, bien que mieux placés pour surmonter les pénuries, ont découvert que la richesse signifie peu quand il n'y a pas de nourriture à acheter. Les récits contemporains décrivent des maisonnées aristocratiques réduisant les repas, mélangeant des céréales de qualité inférieure dans le pain et consommant des réserves qu'ils s'attendaient à voir durer des années. Le contrat social qui liait la société médiévale, les paysans fournissant travail et nourriture en échange de protection et de stabilité, s'est effiloché sous la pression de la faim. Les corps, affaiblis par des années de nutrition inadéquate, sont devenus vulnérables à des maladies auxquelles des systèmes immunitaires bien nourris auraient pu résister. Le décor était planté pour la prochaine catastrophe, une catastrophe qui causerait un nombre de morts que les historiens débattent encore 15 siècles plus tard.
Ce qui s'est passé ensuite allait transformer non seulement la population du monde médiéval, mais la carte même de l'Europe. 5 ans après que le soleil se soit obscurci, et que les récoltes aient commencé à faire défaut à travers le monde connu, une nouvelle horreur a émergé. En l'an 541 de notre ère, la peste bubonique est apparue dans la ville portuaire romaine de Péluse, à l'embouchure du Nil en Égypte. Ce n'était pas une coïncidence de calendrier. La peste, transportée par des puces sur des rats qui prospéraient dans les établissements humains, a trouvé des conditions idéales parmi des populations affaiblies par une demi-décennie de malnutrition. De Péluse, la maladie s'est propagée avec une vitesse terrifiante à travers le dense réseau de routes commerciales qui reliait le monde méditerranéen. Les navires transportaient des rats infectés de port en port, les caravanes de marchands transportaient le fléau le long des routes terrestres. En quelques mois, la peste avait atteint Constantinople, capitale de l'Empire byzantin, et de là, elle a rayonné vers l'Europe, le Proche-Orient et la Perse. La peste de Justinien, comme les historiens la nommeraient, d'après l'empereur byzantin qui régnait lors de sa première épidémie, n'a pas suivi le schéma des épidémies modernes, qui flamboient brièvement, puis s'estompent. Au lieu de cela, elle est revenue par vagues, pendant 2 siècles entiers, jusqu'en 767 de notre ère. Un laps de temps si vaste que les familles subiraient le retour de la peste sur 9 ou 10 générations. Chaque récurrence a coûté des milliers de vies, perturbé le commerce, déstabilisé les gouvernements et laissé un traumatisme ancré dans la mémoire culturelle. L'Empire byzantin, qui à l'accession de Justinien nourrissait l'ambition de reconquérir les territoires occidentaux perdus au profit des royaumes germaniques, s'est retrouvé à lutter pour sa survie contre un ennemi invisible plus mortel que n'importe quelle armée barbare. L'Empire sassanide voisin de Perse a connu une dévastation similaire, affaiblissant les deux puissances et modifiant l'équilibre géopolitique méditerranéen pour des siècles. Le bilan des morts de la peste de Justinien représente l'une des questions les plus contestées de l'érudition historique médiévale, et nous devons reconnaître cette incertitude plutôt que de prétendre à une fausse précision. Les estimations traditionnelles, basées principalement sur les chroniques contemporaines et les interprétations historiques plus anciennes, suggèrent une mortalité stupéfiante. Selon ces récits, entre 15 et 100 millions de personnes sont mortes au cours des 2 siècles d'épidémies récurrentes. Rien que lors de la première épidémie, ces estimations traditionnelles affirment que 25 à 60% de la population européenne a péri. À Constantinople, Procope a écrit qu'au plus fort de la peste, 10 000 personnes mouraient chaque jour, bien que les érudits modernes considèrent cela comme une exagération probable, suggérant que le chiffre plus probable était de 5 000 morts par jour. Même cette estimation inférieure signifie que sur les mois de l'épidémie, 40% des habitants de Constantinople pourraient être morts. Dans l'ensemble de la Méditerranée orientale, les estimations traditionnelles suggèrent qu'un quart à un tiers de la population a péri. Cependant, des recherches récentes ont lancé un défi de taille à ce récit traditionnel de dépeuplement catastrophique. Une étude de 2024, publiée dans la revue académique Clio, a examiné des preuves archéologiques et démographiques et est parvenue à des conclusions surprenantes. Plutôt que de trouver des preuves d'un effondrement massif de la population au VIe siècle, les chercheurs ont découvert des indicateurs suggérant que les activités commerciales et agricoles ont été maintenues, voire augmentées, pendant cette période. Les sites funéraires n'ont pas montré le pic spectaculaire d'inhumation que l'on attendrait d'une mortalité de masse. Les indicateurs économiques suggéraient une prospérité continue plutôt qu'un effondrement. Ces chercheurs révisionnistes soutiennent que le véritable déclin démographique s'est produit au 7e siècle, et non au 6e, et que les estimations traditionnelles du bilan des morts pourraient être considérablement gonflées, influencées davantage par la rhétorique apocalyptique des chroniqueurs contemporains que par les taux de mortalité réels. Ce débat académique est important, car il façonne notre compréhension de ce qui s'est passé et pourquoi. L'hiver volcanique et la peste qui a suivi ont-ils réellement fait tomber les civilisations anciennes, ou avons-nous surestimé leur impact en nous basant sur des récits sensationnalistes ? La vérité se situe probablement quelque part entre ces extrêmes.
Même si les chercheurs révisionnistes ont raison, et que la mortalité était plus faible que ce que l'on croyait traditionnellement, un bilan de 15 à 40% dans les régions touchées, la fourchette la plus conservatrice, représente toujours une catastrophe d'une ampleur presque inimaginable. Pour mettre cela en perspective, si une proportion similaire de la population moderne des États-Unis mourait sur une période similaire, cela signifierait 50 à 130 millions de morts américains. Les chiffres précis peuvent rester débattus, mais la nature catastrophique de l'événement n'est pas en question. L'hiver volcanique a-t-il causé la peste ? Cette question de causalité par rapport à la corrélation nécessite un examen attentif. L'hypothèse, reliant les deux événements, procède logiquement. Des populations affaiblies par 5 ans de famine et de malnutrition auraient des systèmes immunitaires compromis, les rendant plus susceptibles aux maladies infectieuses. L'effondrement de l'agriculture a conduit à la malnutrition. La malnutrition a conduit à une compromission immunitaire, et la compromission immunitaire a conduit à une vulnérabilité aux épidémies. La chaîne semble convaincante. Pourtant, comme le préviennent les chercheurs, toute hypothèse d'un lien de causalité entre le choc thermique sans précédent du VIe siècle induit par les volcans et les épidémies de peste ultérieures nécessite une analyse minutieuse. La corrélation ne prouve pas la causalité. La bactérie de la peste, Yersinia pestis, nécessite des conditions écologiques spécifiques, impliquant des rats, des puces et des établissements humains. Le refroidissement climatique a peut-être affecté les populations de rongeurs et le comportement des puces de manière que nous ne pouvons pas déterminer avec précision 15 siècles plus tard. Ce que nous pouvons affirmer avec certitude, c'est que les deux événements se sont produits, qu'ils ont tous deux été dévastateurs, et que leur relation, qu'elle soit causale ou simplement coïncidente, a été mortelle pour les populations médiévales. Les récits de Procope, même s'ils sont exagérés dans les chiffres spécifiques, transmettent l'horreur de vivre la peste à Constantinople. Les corps s'entassaient plus vite qu'ils ne pouvaient être enterrés. Les rituels normaux de la mort sont devenus impossibles. Le commerce s'est contracté car les marchands refusaient d'entrer dans les ports infectés. Les villes qui avaient autrefois bourdonné de commerce sont devenues des lieux de silence rompus seulement par le deuil. L'ordre social, maintenu par la coutume et l'autorité en temps normal, s'est effondré sous la pression de la peste. L'impact psychologique de voir des membres de sa famille mourir, de voir les maisons des voisins devenir silencieuses, de se demander si l'on serait le prochain, ce traumatisme culturel, s'est ancré dans la conscience médiévale et a façonné la culture européenne pendant des siècles. Tout aussi important que le bilan immédiat des morts fut ce choc profond pour la vision du monde des survivants, leur sentiment d'un univers ordonné par la providence divine semblant soudainement chaotique et hostile. Pour comprendre pourquoi la catastrophe climatique de 536 s'est avérée si dévastatrice, nous devons examiner la fragilité fondamentale des systèmes agricoles médiévaux. L'agriculture européenne médiévale fonctionnait sur les principes de l'agriculture de subsistance. Les communautés produisaient essentiellement ce qu'elles consommaient, avec peu d'excédents pour le commerce ou la réserve. Le défi crucial auquel chaque village agricole était confronté était de stocker suffisamment de nourriture pour survivre à l'hiver. Contrairement à l'agriculture moderne, avec ses chaînes d'approvisionnement mondiales et sa production toute l'année dans divers climats, les communautés médiévales dépendaient entièrement des récoltes locales. Aucune culture ne poussait pendant l'hiver. Les familles vivaient de denrées alimentaires conservées accumulées pendant la saison de croissance. Si la récolte échouait, les gens mouraient de faim. C'était aussi simple et aussi brutal que cela. Les mathématiques de l'agriculture médiévale révèlent à quel point ce système était précaire. Les ratios de rendement, le nombre de graines récoltées pour chaque graine plantée, déterminaient la différence entre la survie et la famine. Dans une année particulièrement favorable et dans de bonnes conditions, un agriculteur médiéval pouvait atteindre un ratio de rendement de 7 pour le blé, planter un boisseau de semences de blé, récolter 7 boisseaux. Sur ces 7, un serait conservé pour la plantation de l'année suivante, laissant 6 boisseaux pour la nourriture. Des rendements plus typiques pour le blé, à l'air de 4 ou 5 pour 1.
tandis que des céréales plus robustes comme le seigle pouvaient atteindre 7 pour 1. Dans une année défavorable, le ratio pouvait chuter à 2 pour 1. Un boisseau pour la plantation, 1 pour la nourriture. Au XIIIe siècle, les améliorations agricoles avaient porté les rendements typiques à 10 pour 1 dans de bonnes conditions. Cependant, lors de crises climatiques, comme l'événement de 536, la production pouvait être réduite d'un tiers à la moitié des niveaux normaux. Ce n'était pas simplement une réduction de la prospérité, c'était une réduction en dessous du seuil de survie. Le moment de la récolte était une question de vie ou de mort, littéralement. Le blé et les autres céréales doivent être récoltés dans une fenêtre spécifique, lorsqu'ils sont mûrs mais avant que le temps d'automne ne les détruise. Dans le climat déjà froid de l'Europe médiévale, cette fenêtre était étroite. Si le temps froid arrivait tôt, ou si des pluies persistantes gorgèrent les champs d'eau, le grain pourrissait sur pied ou devenait impossible à récolter. Les villages qui ne parvenaient pas à terminer leur récolte à temps étaient confrontés à la famine. Les perturbations climatiques sur plusieurs années déclenchées par les éruptions volcaniques signifiaient des mauvaises récoltes consécutives, ne donnant aux communautés aucune occasion de reconstituer leurs réserves alimentaires épuisées entre les crises. Chaque mauvaise récolte signifiait moins de semences pour la plantation de l'année suivante, créant une spirale descendante dont il devenait de plus en plus difficile de se remettre. Les peuples médiévaux n'ignoraient pas les techniques de conservation des aliments. Ils avaient développé des méthodes sophistiquées pour stocker la nourriture pendant l'hiver. La viande était conservée par salage et fumage. Les fruits et légumes étaient séchés ou conservés dans des sucres naturels. Le chou était fermenté en choucroute, qui pouvait se conserver des mois. Les légumes racines, comme les navets et les panettes, étaient stockés dans du sable, dans des caves à légumes, où les températures fraîches ralentissaient la décomposition. Des greniers communaux contenaient des réserves partagées de céréales, répartissant le risque sur l'ensemble du village. Ces méthodes de conservation fonctionnaient raisonnablement bien pour les hivers normaux, permettant aux communautés de se nourrir de la récolte d'automne jusqu'aux semailles du printemps. Mais elles n'étaient pas conçues pour des crises pluriannuelles où il n'y avait pas de récolte à conserver, ou lorsque les réserves épuisées sur plusieurs années devaient durer encore plus longtemps. L'ampleur de la vulnérabilité paysanne ne peut être surestimée. Une proportion difficile à saisir pour les lecteurs modernes. Il ne s'agissait pas simplement de ruraux, c'étaient des individus vivant à la marge absolue de la survie, sans réserve, sans économie, sans filet de sécurité. Lorsque les nobles et le clergé sont inclus, toutes les classes sociales ont certainement ressenti l'impact des mauvaises récoltes. Mais les nobles avaient des ressources, une richesse stockée, la capacité de commander les réserves alimentaires des autres, des relations pour obtenir des céréales de régions éloignées. Les paysans n'avaient aucun de ces avantages. Ils vivaient de ce qu'ils cultivaient. Et quand ils ne pouvaient pas en cultiver assez, ils mouraient. Les divisions de classe marquées de la société médiévale, normalement comprises en termes de pouvoir politique et de statut social, trouvaient leur expression la plus brutale dans la survie différentielle pendant la famine. Comparez cette vulnérabilité aux systèmes alimentaires modernes, et des différences frappantes apparaissent. Les réseaux commerciaux mondiaux d'aujourd'hui signifient qu'une sécheresse au Kansas peut être partiellement compensée par une augmentation des importations d'Argentine. Les installations de stockage modernes peuvent conserver les céréales pendant des années. La science agricole avancée a considérablement augmenté les ratios de rendement. La culture moderne du blé dans les pays développés peut atteindre des rendements de 30 pour 1 ou plus. Pourtant, cette comparaison, que nous explorerons plus en détail sous peu, révèle non seulement des avantages, mais aussi de nouvelles vulnérabilités que les sociétés médiévales n'ont jamais connues. Le système médiéval était fragile, mais il était aussi localisé. Une mauvaise récolte dans une région ne faisait pas nécessairement s'effondrer tout le système. L'interconnexion moderne offre une résilience contre les catastrophes localisées, mais crée un potentiel de défaillance en cascade que les sociétés médiévales ne pouvaient pas connaître. Des études historiques révèlent à quelle fréquence l'agriculture médiévale échouait même dans des conditions climatiques normales.
Une célèbre étude de Winchester, en Angleterre, analysant les registres agricoles de 1232 à 1349, a révélé que les récoltes de blé échouaient en moyenne tous les 12 ans. L'orge et l'avoine, des cultures un peu plus résistantes au mauvais temps, échouaient tout de même tous les 8 ans en moyenne. L'agriculture médiévale était intrinsèquement instable, vulnérable aux variations normales de la météo, aux parasites et aux maladies. L'événement de 536 n'était pas un type de menace sans précédent pour lequel les sociétés médiévales n'avaient aucune préparation. Les mauvaises récoltes étaient familières. Ce qui a rendu 536 catastrophique, c'est l'ampleur et la durée. C'était une version extrême d'une menace familière, poussée au-delà de toute capacité d'adaptation ou d'endurance. Une catastrophe climatique ne se contente pas de tuer les gens sur place, elle les met en mouvement. Le petit âge glaciaire de l'Antiquité tardive a déclenché des mouvements de population massifs à travers l'Europe et l'Asie, remodelant la carte ethnique et politique du monde médiéval de manière qui persisterait pendant des siècles. Cette période de migration due au climat représente ce que les historiens appellent la seconde période des migrations, la distinguant des mouvements antérieurs qui avaient accompagné la chute des territoires occidentaux de Rome. La question devient: qui s'est déplacé? Où sont-ils allés? Et qu'est-ce qui les a chassés de leurs terres ancestrales? Vers l'an 550 de notre ère, 14 ans après le début de la période de refroidissement, l'Asie centrale a connu des bouleversements majeurs. Les mécanismes exacts restent débattus, mais le schéma est clair. Les populations soumises au stress climatique ont commencé à se déplacer vers l'ouest, créant une pression qui s'est propagée à travers toute la steppe eurasienne. Entre 560 et 580 de notre ère, un peuple appelé les Avars est arrivé au nord de la mer Noire. Les Avars, originaires de quelque part dans les steppes d'Asie centrale, avaient été déplacés par des événements que nous ne pouvons plus entièrement retracer. Ce que nous savons, c'est qu'à la fin du VIe siècle, ils étaient devenus la puissance militaire dominante en Europe centrale, établissant un royaume puissant qui influencerait la politique européenne pendant des générations. Leur arrivée a déplacé d'autres groupes, déclenchant une cascade de migration. Les tribus slaves, poussées par les pressions démographiques et attirées par les opportunités dans des terres dépeuplées, se sont déplacées en Thrace et en Illyrie, des régions correspondant approximativement à la Bulgarie, la Serbie et l'Albanie moderne, à la fin des années 540. Les dialectes proto-slaves, auparavant confinés à des régions relativement petites, se sont rapidement répandus à travers l'Europe continentale pendant cette période. Les preuves linguistiques montrent que de nombreuses langues slaves ont divergé d'une langue ancestrale commune, précisément pendant ces siècles de crise climatique et de migration. Là où le grec et le latin avaient autrefois dominé, les langues slaves ont pris racine, modifiant fondamentalement la carte linguistique de l'Europe. En l'an 568 de notre ère, les Lombards ont envahi l'Italie, établissant un royaume dans la péninsule nord-italienne qui durerait 2 siècles. Il ne s'agissait pas simplement de raids ou de mouvements temporaires, mais de délocalisation permanente de peuples entiers, avec leurs familles, leur bétail et leurs pratiques culturelles. Pourquoi se sont-ils déplacés? Les récits anciens sont remarquablement francs. La faim. Les récits tribaux germaniques de cette période mentionnent explicitement la faim comme moteur de la migration. Des températures plus fraîches et des précipitations accrues en Europe du Nord, à l'opposé du modèle méditerranéen, ont perturbé l'agriculture dans des régions qui avaient soutenu des populations croissantes. Ce qui avait été des niveaux de population durables dans les siècles plus chauds est devenu insoutenable. Une terre qui pouvait nourrir un village dans de bonnes conditions climatiques ne pouvait plus soutenir ce même village lorsque les saisons de croissance raccourcissaient et que les récoltes devenaient imprévisibles. Les jeunes hommes en particulier, ceux sans droits fonciers établis, ceux en quête d'opportunités ou d'aventure, voyaient la migration, non pas comme un dernier recours désespéré, mais comme une réponse rationnelle à la détérioration des conditions chez eux. Là où l'ordre romain établi s'était effondré ou affaibli, des opportunités existaient pour ceux qui étaient prêts à se battre pour elles. Les transformations politiques ont remodelé toute la structure du pouvoir médiéval. L'empire sassanide en Perse,
déjà mis à rude épreuve par la peste et la famine, a fait face à des bouleversements internes qui contribueraient à son effondrement final au 7e siècle lorsque les armées arabo-musulmanes ont déferlé. La Chine a connu un chaos politique pendant la transition entre les dynasties, car la perturbation climatique a sapé la légitimité impériale. Les changements démographiques en Scandinavie ont préparé le terrain pour l'ère viking ultérieure. Bien que celle-ci n'émergerait que 2 siècles plus tard, les pressions démographiques et les changements sociaux du VIe siècle ont contribué à façonner la société, qui enverrait finalement des dracars à travers l'Atlantique Nord. Un effet à long terme particulièrement fascinant. L'aridité accrue dans certaines parties de la péninsule arabique a entraîné la croissance d'une végétation de broussailles, qui a soutenu de plus grands troupeaux de chameaux, ce qui a à son tour facilité l'expansion territoriale rapide des armées musulmanes au 7e siècle en fournissant une infrastructure de transport. Le changement climatique de 536 a contribué à permettre des campagnes militaires un siècle plus tard. De nombreuses sociétés qui existaient en 530 n'ont pas pu survivre aux bouleversements en cascade qui ont suivi. La civilisation moche au Pérou, confrontée à la sécheresse plutôt qu'au froid, a connu un déclin catastrophique. Divers petits royaumes et confédérations tribales à travers l'Europe et l'Asie ont tout simplement disparu des archives historiques. Leur population dispersée, leurs structures politiques dissoutes, leurs identités culturelles absorbées par les sociétés qui leur ont succédé. Pourtant, d'autres sociétés se sont adaptées et ont survécu, démontrant que la résilience à la catastrophe climatique variait en fonction de la structure politique, des systèmes agricoles, de la cohésion sociale et peut-être de la pure chance. L'Empire byzantin, bien que considérablement affaibli, a survécu. Les royaumes francs en Gaule se sont adaptés et ont finalement prospéré. Le système impérial chinois a résisté à la crise et dominerait l'Asie de l'Est pendant un autre millénaire. Cela nous amène à la question cruciale. La civilisation moderne pourrait-elle faire face à un test similaire ? Nous avons examiné la catastrophe médiévale, les éruptions volcaniques, l'effondrement climatique, les mauvaises récoltes, la peste, les migrations. Nous avons vu comment les vulnérabilités particulières de la société médiévale ont amplifié une catastrophe naturelle en une crise à l'échelle de la civilisation. Nous devons maintenant tourner notre attention vers l'avenir et nous demander si l'hiver volcanique qui a dévasté le VIe siècle pourrait se reproduire, et si notre civilisation du XXIe siècle, si différente des sociétés médiévales en termes de technologie et d'organisation, pourrait se révéler encore plus vulnérable que le monde qui a failli s'effondrer il y a 15 siècles. Les volcans n'ont pas cessé d'entrer en éruption après la période médiévale, et les mêmes forces qui ont dévasté le VIe siècle restent actives aujourd'hui. Pour comprendre le risque moderne, nous devons d'abord établir un contexte en examinant d'autres événements volcaniques majeurs et leurs impacts. Ces comparaisons historiques révèlent à la fois l'ampleur de la catastrophe potentielle et la fréquence à laquelle des éruptions menaçant la civilisation se produisent. Le mont Tambora, en Indonésie, est entré en éruption en avril 1815 avec une violence qui en a fait l'éruption volcanique la plus puissante de l'histoire humaine enregistrée. L'explosion a éjecté entre 37 et 45 km3 de matériaux dans l'atmosphère, un volume difficile à visualiser, jusqu'à ce que l'on considère que c'est assez de matériaux pour ensevelir toute la ville de Los Angeles sous des centaines de pieds de roches et de cendres. Les aérosols de sulfate du Tambora ont fait le tour du globe dans la stratosphère, refroidissant la planète de 0,53 degrés Celsius. Cette moyenne mondiale apparemment faible dissimulait des variations régionales, où les températures ont chuté de manière beaucoup plus spectaculaire. L'année 1816 est devenue connue comme l'année sans été. Les récoltes ont échoué à travers l'Europe et l'Amérique du Nord. La neige est tombée en juin en Nouvelle-Angleterre. La famine a frappé plusieurs continents. Le bilan des morts, environ 90 000 dus aux effets directs et indirects, incluait ceux tués par l'éruption initiale et les coulées pyroclastiques, mais consistait principalement en des personnes qui sont mortes de faim lors des mauvaises récoltes qui ont suivi. Notamment, l'éruption de 1815 avait été précédée d'une autre éruption majeure en 1808 ou 1809, ce qui signifie que le système climatique était déjà sous tension
lorsque le Tambora est entré en éruption, aggravant les effets. Pour une comparaison encore plus spectaculaire, nous devons remonter plus loin dans le temps géologique. L'éruption du supervolcan Toba, il y a environ 74 000 ans, a éjecté un volume presque incompréhensible de 2800 km3 de matériaux, environ 70 fois plus que le Tambora. Ce fut la plus grande éruption des 2 derniers millions d'années. L'épreuve des carottes de glace indique que les températures mondiales ont chuté de 3 à 5 degrés Celsius pendant des années après l'éruption. Certains modèles climatiques suggèrent que l'hémisphère nord a connu une baisse de température de 10 degrés Celsius la première année. L'hiver volcanique d'une décennie qui en a résulté a presque causé l'extinction des humains modernes. Les preuves génétiques suggèrent que la population humaine a pu être réduite à seulement quelques milliers d'individus. Un goulot d'étranglement évolutif auquel notre espèce a à peine échappé, bien que des recherches récentes continuent de débattre si Toba a directement causé ce goulot d'étranglement, ou si d'autres facteurs tels que les schémas de migration humaine étaient responsables. Lorsque nous considérons l'événement de 536 dans ce contexte, nous pouvons voir qu'il se situe quelque part au milieu du spectre des catastrophes volcaniques, plus grand que tout ce qui s'est produit au cours des derniers siècles, mais beaucoup plus petit que le pire que les archives géologiques de la Terre aient produit. Plus récemment, le Krakatoa est entré en éruption en 1883, avec une explosion entendue à des milliers de kilomètres de distance, bien que plus petite que Toba ou Tambora, éjectant environ 16 à 20 km3 de matériaux. La fine cendre du Krakatoa a dérivé plusieurs fois autour de la Terre, produisant des couchers de soleil rouges et oranges spectaculaires pendant plus d'1 an. L'éruption a provoqué un refroidissement des températures mondiales d'environ 1,2 degré Celsius au cours des 5 années suivantes. Les événements de 536, d'après les preuves des carottes de glace et des cernes d'arbres, semblent avoir été comparables au Krakatoa ou peut-être un peu plus grands, classés comme des éruptions IEV6 ou peut-être IEV7, où IEV signifie indice d'explosivité volcanique, une échelle qui va de 0 à 8. Ce qui a rendu 536 catastrophiques n'était pas seulement la taille des éruptions, mais leur timing, frappant un monde dont les systèmes agricoles fonctionnaient à la marge de la viabilité, amplifiant une catastrophe naturelle en une crise à l'échelle de la civilisation. L'évaluation des risques pour les futures éruptions devrait nous préoccuper. L'analyse statistique des archives géologiques indique que les éruptions de l'échelle du Tambora, IEV7 ou plus, se produisent environ 1,6 fois par millénaire. Cela se traduit par environ une chance sur 6 d'une telle éruption au cours d'un siècle donné. Les éruptions de supervolcans IEV8 comme Toba sont beaucoup plus rares, se produisant peut-être tous les 50 000 à 100 000 ans. Cependant, comme les chercheurs le reconnaissent de plus en plus, ce ne sont pas seulement les plus grandes éruptions qui présentent un risque catastrophique pour la civilisation moderne. Des éruptions de plus faible magnitude, IEV3 à IEV6, se produisant à des points de pincement critiques dans les systèmes mondiaux, pourraient déclencher des effets catastrophiques en cascade disproportionnée par rapport à la taille de l'éruption elle-même. Nos vulnérabilités modernes diffèrent fondamentalement de celles du Moyen Âge, mais peuvent n'être pas moins graves. Considérez la convergence des systèmes critiques dans des zones géographiquement concentrées. Les routes de transport maritime transportent 90% du commerce mondial, et ces routes se concentrent dans un nombre relativement faible de goulots d'étranglement maritime. Le détroit de Malacca, le canal de Suez, le canal de Panama, le détroit d'Ormuz. Une éruption volcanique qui perturberait la navigation à travers l'un de ces points de pincement pourrait se propager en cascade à travers l'économie mondiale. Les câbles de communication sous-marins, qui transportent la quasi-totalité du trafic Internet international et des transactions financières, suivent des chemins tout aussi concentrés sur le fond de l'océan. Un événement volcanique sous-marin qui sectionnerait ces câbles pourrait isoler des continents entiers du réseau d'information mondial. Cette efficacité, célébrée dans les écoles de commerce, crée une fragilité extraordinaire lorsque des perturbations se produisent. Le système alimentaire mondial illustre à la fois la résilience et la vulnérabilité moderne. Le rapport sur les risques mondiaux du Forum économique mondial pour 2023 a identifié
les crises d'approvisionnement alimentaire comme l'un des risques les plus graves auxquels l'humanité est confrontée. La vulnérabilité clé réside dans la concentration de la production alimentaire. Une poignée de pays produisent les céréales excédentaires qui alimentent les marchés mondiaux. Les États-Unis, le Brésil, la Russie, l'Ukraine et quelques autres sont les greniers du monde. Un hiver volcanique qui perturberait les récoltes dans ces principaux pays exportateurs pourrait déclencher une famine mondiale, même dans des régions non directement touchées par la perturbation climatique. De cette manière, l'interconnexion moderne, qui offre normalement une résilience en permettant aux aliments de se déplacer des régions excédentaires vers les régions déficitaires, crée un point de défaillance unique. Si les principaux exportateurs font tous face à des mauvaises récoltes simultanées en raison du refroidissement volcanique, où le monde se procurera-t-il de la nourriture ? Paradoxalement, la société moderne stocke moins de nourriture par rapport à la consommation que ne le faisaient les sociétés médiévales. Les paysans médiévaux, sachant qu'aucune culture ne pousserait pendant des mois, maintenaient nécessairement un stock d'aliments conservés, de semences et de légumes racines. Les chaînes d'approvisionnement modernes à flux tendu, en revanche, minimisent le stockage pour réduire les coûts. Les épiceries ne stockent que quelques jours de marchandises. Les réserves nationales de céréales dans de nombreux pays ont diminué au cours des dernières décennies. La plupart des grandes villes des pays développés ne conservent que quelques jours de nourriture à l'intérieur de leurs limites. Une perturbation des transports, que ce soit à cause de cendres volcaniques, clouant les avions au sol, comme cela s'est produit brièvement en 2010, lorsque l'Eyjafjallajökull en Islande est entré en éruption, ou à cause d'une perturbation climatique à plus long terme, pourrait laisser les populations urbaines sans nourriture plus rapidement que les villes médiévales n'auraient été affectées. La science de la manière dont les hivers volcaniques affectent le climat moderne est bien établie. Lorsque les volcans entrent en éruption de manière explosive, ils injectent du dioxyde de soufre dans la stratosphère. Dans la stratosphère, ce dioxyde de soufre se transforme en acide sulfurique, qui forme de fins aérosols de sulfate. Ces aérosols sont remarquablement efficaces pour réfléchir le rayonnement solaire vers l'espace. Plusieurs éruptions du XXe siècle, le mont Pinatubo en 1991 étant l'exemple majeur le plus récent, ont provoqué un refroidissement mondial d'environ 0,5 degrés Celsius, soit 0,9 degrés Fahrenheit, durant 1 à 2 ans. Ces éruptions modernes étaient considérablement plus petites que les événements de 536. Les éruptions équatoriales, quant à elles, ont un impact mondial car la circulation stratosphérique distribue leurs aérosols dans le monde entier. Les éruptions de latitude moyenne refroidissent principalement l'hémisphère dans lequel elles se produisent. La durée du refroidissement dépend de la magnitude de l'éruption et de la quantité de sulfate injecté dans la stratosphère. Mais les éruptions majeures peuvent affecter le climat pendant des années. Le scénario du supervolcan représente l'extrémité du risque volcanique. Les chercheurs qui étudient des supervolcans, comme celui de Yellowstone aux États-Unis, ont modélisé les impacts potentiels d'une éruption IEV 8. Leurs conclusions sont dégrisantes. Une zone de la taille de l'Amérique du Nord peut être dévastée. La poussière et les aérosols chimiques masqueraient le soleil pendant des années. Certains modèles climatiques suggèrent que cela pourrait produire un hiver perpétuel, pas littéralement permanent, mais durant assez longtemps pour provoquer l'effondrement des habitats des écosystèmes dans de vastes régions. Des espèces végétales et animales disparaîtraient. Une éruption supervolcanique plus importante pourrait déclencher, selon les termes des chercheurs, un effondrement massif de la population et la perte de la civilisation. Ce ne sont pas des prédictions sensationnalistes, mais les évaluations réfléchies de volcanologues et de climatologues analysant les preuves géologiques et exécutant des modèles informatiques. Quelle est la probabilité d'une telle catastrophe ? Les experts qui étudient les risques existentiels, des événements qui pourraient mettre fin à la civilisation humaine ou provoquer l'extinction humaine, estiment que les risques naturels collectivement, y compris les astéroïdes, les supervolcans et les événements stellaires comme les supernovas proches, présentent environ une chance sur 10 000 au cours du siècle prochain.
Cela rend les risques catastrophiques naturels considérablement moins probables que les risques anthropiques, comme les accidents d'intelligence artificielle, les pandémies artificielles ou la guerre nucléaire, selon le consensus actuel des experts. Cependant, l'impact potentiel serait civilisationnel. Contrairement à de nombreux autres risques existentiels qui pourraient être évités par l'action humaine, les éruptions volcaniques ne peuvent être arrêtées. Nous ne pouvons que nous préparer à leurs conséquences. Pourtant, nous possédons des avantages significatifs par rapport aux sociétés médiévales confrontées à des menaces similaires. Les systèmes modernes de surveillance volcanique représentent des réalisations technologiques extraordinaires. Les États-Unis comptent à eux seuls environ 70 volcans actifs et potentiellement actifs, et le US Geological Survey surveille de près les plus dangereux d'entre eux. La technologie satellitaire peut suivre les nuages de cendres volcaniques en temps réel, permettant aux avions de les contourner. Les sismographes mesurent les mouvements subtils du sol qui précèdent les éruptions, fournissant souvent des jours ou des semaines d'avertissement. Le système volcanique de Yellowstone, fréquemment cité dans les discussions populaires sur le risque de supervolcans, est surveillé si diligemment que les scientifiques se disent comme convaincus qu'ils détecteraient les signes d'une éruption imminente des années à l'avance. Cette surveillance ne peut pas empêcher les éruptions, mais elle pourrait permettre des évacuations et des préparatifs impossibles à l'époque médiévale. Notre compréhension scientifique des hivers volcaniques nous permet de modéliser des scénarios et de développer des plans d'intervention. Les sociétés médiévales, dépourvues de tout cadre pour comprendre ce qui se passait, ne pouvaient que réagir au fur et à mesure que la crise se déroulait. Les gouvernements modernes et les organisations internationales peuvent potentiellement coordonner les réponses, partager les ressources et distribuer de la nourriture aux régions touchées. La technologie avancée de conservation des aliments signifie que nous pourrions, en théorie, maintenir les approvisionnements alimentaires plus longtemps que ne le permettaient les méthodes de stockage médiévales. Les capacités médicales pour gérer les épidémies, bien que sévèrement mises à l'épreuve par la Covid-19, dépassent néanmoins de loin les connaissances médicales médiévales. Ces avantages sont réels et significatifs. Cependant, nous sommes également confrontés à des inconvénients que les sociétés médiévales n'avaient pas. La population mondiale est passée d'environ 200 millions de personnes en l'an 536 de notre ère à 8 milliards aujourd'hui, 40 fois plus grande. Cette population beaucoup plus importante nécessite une production alimentaire bien plus grande, ce qui signifie que beaucoup plus de personnes sont vulnérables aux perturbations agricoles. Les systèmes complexes modernes créent des possibilités de défaillance en cascade que les sociétés médiévales, avec leurs technologies plus simples, ne pouvaient pas connaître. Nous avons moins d'autosuffisance locale que ne possédaient les villages médiévaux. Peu de citadins modernes pourraient survivre sans approvisionnement alimentaire extérieur, alors que les paysans médiévaux possédèrent les connaissances et les compétences pour cultiver. De multiples facteurs de stress simultanés, le changement climatique poussant déjà les systèmes agricoles vers leurs limites, l'instabilité politique dans des régions clés, signifie qu'un hiver volcanique ne frapperait pas un système stable, mais un système déjà sous tension. Le verdict est donc nuancé. Nous sommes confrontés à des vulnérabilités différentes de celles des sociétés médiévales, mais pas nécessairement à des risques moindres. La société médiévale était vulnérable en raison de la fragilité agricole, du manque de réserves et de l'absence de compréhension scientifique. La société moderne est vulnérable en raison de la complexité, de l'interconnexion, de l'échelle et de la possibilité de défaillance en cascade. Nous ne sommes pas confrontés à la même menace qui a dévasté le VIe siècle. Nous sommes confrontés à une version évoluée de cette menace, une version adaptée pour attaquer les points faibles spécifiques de la civilisation moderne. La question n'est pas de savoir si une éruption volcanique menaçant la civilisation pourrait se produire. Les archives géologiques prouvent que de telles éruptions se produisent. La question est de savoir quand la prochaine frappera, et si nos préparatifs se révéleront adéquats lorsque le soleil s'obscurcira à nouveau sur un monde non préparé à l'hiver volcanique. En regardant en arrière depuis notre point de vue moderne, quelles leçons émergent de la catastrophe de l'an 536 de notre ère et des décennies de crise qui ont suivi? Cet événement représente bien plus qu'une note de bas de page dans l'histoire médiévale.
Il constitue une expérience naturelle sur la manière dont les civilisations réagissent à une perturbation climatique soudaine et sévère. Un modèle pour comprendre le risque systémique qui reste pertinent 15 siècles plus tard. Le petit âge glaciaire de l'Antiquité tardive a mis les sociétés au défi de manières qui ont révélé à la fois la fragilité et la résilience de la civilisation humaine, offrant des perspectives que nous serions stupides d'ignorer. Nous devons aborder directement le chiffre de mortalité de 90% mentionné dans le titre de cette exploration. Les preuves historiques ne soutiennent pas l'affirmation qu'un seul hiver médiéval a tué 90% de la population européenne. Le bilan réel de l'événement volcanique de 536 et de la peste de Justinien qui a suivi, bien que vivement débattu parmi les historiens, se situe probablement entre 15 et 40% dans les régions les plus touchées, avec une variation géographique considérable. Certaines zones ont pu connaître une mortalité à l'extrémité supérieure de cette fourchette, d'autres ont moins souffert. Des recherches récentes remettent de plus en plus en question même ces estimations, suggérant que les récits traditionnels ont exagéré l'impact de la catastrophe. Pourtant, même si nous acceptons les estimations les plus conservatrices, même si seulement 15% des populations touchées sont mortes, cela représente toujours une catastrophe d'une ampleur presque inimaginable. L'incertitude elle-même révèle quelque chose d'important. Les archives historiques ont été si perturbées que nous ne pouvons pas atteindre la précision même avec les méthodes scientifiques modernes. Lorsque les sociétés s'effondrent, elles laissent des preuves fragmentaires. Qu'avons-nous appris à travers cette enquête ? De multiples sources de preuves, carottes de glace des glaciers du Groenland, cernes d'arbres de forêts anciennes, vestiges archéologiques et chroniques historiques, peuvent converger pour découvrir des catastrophes qui ont été oubliées ou jamais entièrement comprises. Le climat et la société sont profondément liés de manière qui amplifie à la fois les catastrophes naturelles et les vulnérabilités humaines. La vulnérabilité de toute civilisation ne dépend pas seulement de l'ampleur du danger auquel elle est confrontée, mais aussi des fragilités particulières de ses systèmes. La société agricole médiévale et la civilisation technologique moderne ont des structures entièrement différentes, mais toutes deux présentent des vulnérabilités comparables lorsqu'on les examine de près. Plus significativement, nous avons vu que les catastrophes consistent rarement en des événements uniques, mais plutôt en des défaillances en cascade qui s'amplifient mutuellement. Le refroidissement volcanique a entraîné des mauvaises récoltes, qui ont conduit à la famine, qui a affaibli les populations, qui les a rendues vulnérables à la peste, qui a perturbé la société, qui a déclenché des migrations, qui ont déstabilisé les systèmes politiques. Chaque crise a alimenté la suivante, créant une cascade qu'aucune intervention unique n'aurait pu arrêter, une fois qu'elle avait commencé. Le parallèle moderne devrait nous donner à réfléchir. Nous habitons une planète volcanique, où des éruptions majeures continueront de se produire. La question n'a jamais été si, mais quand. Nos avantages par rapport aux sociétés médiévales sont substantiels. Des systèmes de surveillance qui peuvent détecter les éruptions et suivre leurs effets, une compréhension scientifique des mécanismes impliqués, des réseaux commerciaux mondiaux qui peuvent potentiellement redistribuer les ressources, et des cadres de coopération internationale qui pourraient coordonner les réponses. Ce ne sont pas des avantages triviaux, ils représentent un véritable progrès dans la capacité humaine. Pourtant, nous sommes également confrontés à des défis que nos prédécesseurs médiévaux n'ont jamais rencontrés. La population mondiale est 40 fois plus grande qu'en l'an 536 de notre ère. Nos systèmes agricoles, bien que beaucoup plus productifs par hectare, dépendent de chaînes d'approvisionnement complexes vulnérables aux perturbations. Le changement climatique met déjà sous tension les systèmes de production alimentaire qui devraient répondre à un refroidissement volcanique. Les structures économiques optimisées pour l'efficacité ont sacrifié la résilience. Les divisions politiques sapent la coopération internationale qu'exigerait la réponse à une catastrophe mondiale. La question de la résilience s'avère particulièrement épineuse. Quelles sociétés ont survécu au petit âge glaciaire de l'Antiquité tardive ? Lesquelles se sont effondrées ? La réponse est à la fois insatisfaisante et instructive, un peu des deux.
L'Empire byzantin a survécu, bien que considérablement affaibli. L'Empire sassanide a fini par tomber, bien que son effondrement ait impliqué de multiples facteurs au-delà de la catastrophe climatique. Certaines sociétés tribales se sont adaptées et ont prospéré. D'autres ont disparu de l'histoire. La capacité de survie dépendait de facteurs que nous ne pouvons pas entièrement déterminer à notre distance temporelle, les détails particuliers de l'organisation sociale, la qualité du leadership pendant la crise, la disponibilité de terres marginales sur lesquelles les populations pouvaient s'étendre, et sans aucun doute des éléments de hasard. Sommes-nous, la civilisation mondiale moderne, plus semblables aux sociétés qui ont survécu ou à celles qui se sont effondrées? La question elle-même peut être trompeuse. Nous ne sommes ni l'un ni l'autre. Nous sommes confrontés à des circonstances sans précédent dans l'histoire humaine. Une seule civilisation mondiale, technologiquement connectée, sans frontières où s'échapper si nos systèmes venaient à défaillir. L'érudit médiéval Michael McCormick a qualifié l'an 536 de notre ère de pire année pour être en vie. Un jugement qui témoigne de l'ampleur de la catastrophe qui a commencé avec l'obscurcissement du soleil sur un monde confus. La science moderne a mis au jour ce désastre oublié grâce à un travail de détective minutieux, s'étalant sur des décennies, forant des carottes de glace, analysant des cernes d'arbres, fouillant des sites archéologiques et assemblant des récits historiques fragmentaires en un récit cohérent. Ce qui en a émergé est un avertissement du passé sur les forces naturelles qui ont façonné l'histoire, bien plus profondément que les batailles et les dynasties qui remplissent nos livres d'histoire. Les éruptions volcaniques de 536, 540 et 547 de notre ère ont changé la trajectoire de la civilisation humaine, de manières qui se sont répercutées pendant des siècles. Le monde médiéval qui a émergé du petit âge glaciaire de l'Antiquité tardive différait fondamentalement du monde qui avait existé auparavant. De nouveaux royaumes, de nouvelles langues, de nouvelles structures de pouvoir sont nées des ruines de la catastrophe du VIe siècle. Nous vivons sur une planète dynamique où les forces tectoniques remodèlent continuellement la surface et produisent occasionnellement des éruptions qui peuvent altérer le climat mondial. L'hiver volcanique médiéval a eu lieu. Il pourrait se reproduire, bien que la civilisation qu'il frapperait diffère fondamentalement de celle dévastée il y a 15 siècles. Tiendrons-nous compte des leçons de l'histoire? Intégrerons-nous la résilience dans nos systèmes? Maintiendrons-nous des réserves contre les catastrophes? Développerons-nous des plans d'intervention pour des événements que nous espérons ne jamais voir se produire? Ou bien, comme les sociétés médiévales, qui avaient surmonté des mauvaises récoltes locales, mais n'avaient jamais imaginé l'ampleur du désastre à venir? Serons-nous pris au dépourvu lorsque le soleil s'obscurcira sur notre monde moderne? Merci de m'avoir rejoint dans ce voyage à travers l'une des catastrophes les plus graves mais les moins connues de l'histoire. J'espère que cette exploration du petit âge glaciaire de l'Antiquité tardive a éclairé non seulement l'histoire médiévale, mais aussi les relations complexes entre le climat, l'agriculture, la maladie et la civilisation qui restent pertinentes aujourd'hui. Si vous avez trouvé cette plongée approfondie dans la science et l'histoire des hivers volcaniques convaincante, je serais ravi que vous donniez un j'aime à cette vidéo et que vous la partagiez avec d'autres qui apprécient la façon dont le passé éclaire nos vulnérabilités présentes. Quels aspects des catastrophes climatiques médiévales aimeriez-vous explorer davantage? La grande famine de 1315, que nous avons brièvement abordée, les méthodes que les scientifiques utilisent pour reconstruire les climats anciens, les impacts culturels à long terme de la peste de Justinien? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. D'ici la prochaine fois, continuez à explorer les histoires cachées de notre passé. Elles ont beaucoup à nous apprendre sur la préparation à un avenir incertain.